France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite les titres de votre journal avec cette demi-finale tant attendue, celle entre la France et l'Allemagne. Coup d'envoi à 21h à Marseille. On va vibrer au rythme du ballon rond ce soir. Mais dès ce matin, on commençait à sentir l'effervescence, notamment dans les rues de Grenoble avec l'achat de déguisements et maillots de foot. Grenoble où l'on retrouvera Jordan Guéant depuis un bar de la place Grenette où les supporters sont déjà au rendez-vous. En Isère, la petite Louane qui avait été enlevée hier par son oncle et un autre homme à l'île d'Abo a été très rapidement retrouvée. Raison principale, la bonne coordination des équipes. C'est aussi grâce au dispositif Alerte Enlèvement, un dispositif qui depuis sa création en France a toujours été couronné de succès. Nous vous expliquerons comment il fonctionne. Enfin, nous irons sur les bords du lac du Bourget avec le coup d'envoi demain de Musilac. Au programme, 3 jours de concert. On attend notamment Elton John. On attend aussi 70 000 visiteurs, une aubaine pour certains commerçants. D'autres, vous le verrez, sont un peu moins enthousiastes. Juste après ce journal, vous retrouverez l'édition nationale qui reviendra bien évidemment sur la demi-finale entre la France et l'Allemagne avec l'ambiance parmi les supporters. Et puis, autre actualité du jour, l'hommage national à Michel Rocard aux Invalides. Des adieux émouvants et parfois politiques. François Hollande a salué l'homme d'audace et de compromis dans un parti socialiste divisé. Ils sont nombreux à revendiquer son héritage. Mais d'abord donc, J-2 heures avant le coup d'envoi du match France-Allemagne au Vélodrome de Marseille, vous serez très nombreux devant vos écrans, chez vous ou dans les bars. On va d'ailleurs tout de suite à Grenoble, place Grenette, rejoindre Jordan Guéant. Bonsoir Jordan, alors les terrasses commencent doucement à se remplir ou il y a déjà du monde ? Eh bien, peu à peu, le monde est en train d'arriver ici, Pauline, place Grenette, en plein centre-ville de Grenoble. Cette place est assez connue pour ses nombreux bars et restaurants qui afficheront tous complets ce soir. Pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Marie. Marie, vous êtes la responsable du bureau, l'un des plus gros bars de cette place Grenette. C'est complet depuis un moment chez vous, hein ? Oui, alors on est complet depuis hier soir vraiment, véritablement, en extérieur et puis depuis cet après-midi à l'intérieur. Ça fait combien de clients ? Est-ce que vous en avez refusé beaucoup aujourd'hui ? J'en ai refusé, je pense, une bonne cinquantaine cet après-midi et on attend 180 personnes ce soir. Alors est-ce qu'il y a un menu spécial supporter ? Est-ce qu'il y a une ambiance un peu particulière ? Toute l'équipe est habillée en bleu, c'est un peu le dress code obligatoire sur la place, hein. Oui, on a fait les polos de la team au bureau, on a décoré le pub et puis on va sortir des planches apéritives sur le thème de la France. Marie, est-ce que vous avez, vous, un pronostic ce soir ? Est-ce que vous allez pouvoir un peu regarder le match quand même ? Je pense pas pouvoir voir le match. Après, j'espère un 1-0 pour la France, évidemment. 1-0, c'est tout ? Oui. Bon alors voilà, pour ce pronostic de Marie qui, vous l'aurez compris, va avoir beaucoup de travail ce soir et qui ne pourra donc pas regarder le match. Tu travailles, les commerçants grenoblois en ont eu beaucoup dès ce matin puisque les rues du centre-ville ont été chargées en affluence. Des gens à la recherche de t-shirts, à la recherche d'accessoires, comme vous allez le voir avec ce reportage de Marion Feutry et Maxime Kemener. Centre-ville de Grenoble, le match de ce soir est au cœur de toutes les conversations. Et chacun a déjà prévu son programme pour la soirée. On fait un petit barbecue et ensuite match. Voilà, à plusieurs, donc on va être une dizaine, ça va être sympa. Moi je rentre chez moi, je mange bien avant le match et après je sors, je vais soit à l'Apollon, soit au centre-ville, il faut qu'il y ait du monde, il faut que ça se fête quoi. En espérant que ça va passer, mais oui, j'y crois. Pour la tête, j'ai la casquette, le chapeau à grelots aussi. Ce soir, beaucoup porteront les couleurs de l'équipe de France. Ça passe pas inaperçu, hein. Comme cette cliente, les supporters des Bleus ont dévalisé les rayons de cette boutique de déguisement depuis le début de la compétition. C'était tout ce qu'il vous fallait ? Vous avez les tribandes, les drapeaux, les casquettes, les petits chapeaux, les lunettes France qu'on n'a plus. On a beaucoup d'articles déjà en rupture en fait depuis au moins une semaine. Dans cette boutique spécialisée, l'euro a fait gonfler le chiffre d'affaires. Les maillots des Bleus, Griezmann et Payet en tête, partent comme des petits pains. Soit avant le match, justement pour préparer la victoire, du moins on l'espère jusqu'à la finale, ou soit juste le lendemain, lors d'une belle victoire. On l'a vu avec la victoire contre les Islandais en quart de finale, donc j'espère que la demi contre l'Allemand, ça sera la même. Un engouement que constate aussi ce buraliste. Avec les belles performances des Bleus, les paris sportifs se multiplient. Ça marche très bien, ça fonctionne bien, les gens sont très intéressés. Donc il y a pas mal de paris, ouais. Plus que d'habitude forcément. Et la ferveur devrait continuer à monter jusqu'au coup d'envoi du match à 21h.
Voilà, et ce matin, Jordan, vous êtes allé à la rencontre des joueurs du GF38, le club de Grenoble, qui a formé Olivier Giroud, l'un des piliers de cet Euro. Et oui, vous voyez derrière moi ces drapeaux bleu-blanc-rouge que Olivier Giroud porte avec fierté à travers tous les stades de cet Euro. Olivier Giroud, le Grenoblois, qui vous le disiez a été formé au GF38, son club de cœur, son club des débuts, où personne ne l'a oublié, comme vous allez le voir avec ce reportage de Yann Gonon, Anne Ployard, Jean-Pierre Ardito et Frédéric Catelin. Il est le Grenoblois le plus en vue du moment. Olivier Giroud a joué au GF38 de 1999 à 2008, son club des débuts. Son club de cœur. C'était déjà un joueur talentueux, efficace devant le but, athlétique, tout ce qu'on retrouve à l'heure actuelle, il me semble. Alors ce matin, à la Poterne, terrain d'entraînement du GF, les souvenirs n'étaient pas loin. C'était un plaisantin, il était tout en train de rigoler. C'est un battant. Oui, il est grand, il rentre dans l'art et tout. C'était un gagnant. Déjà à l'époque? Déjà à l'époque, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire être un gagnant? C'était toujours dans l'avant, il s'est claqué des buts, marqué des buts. Quand il perdait, il était pas du tout, il se mettait à pleurer. Et en dehors, il était sympa? Ouais, vachement sympa, franchement. Ouais. Techniquement, qu'est-ce qui fait de lui un bon joueur d'après vous? Les balles aériennes, les balles au pied, c'est un peu... Il faut qu'il améliore ça, mais avec Didier, il va améliorer. Et à l'heure des pronostics, évidemment, la France s'est donnée gagnante, mais pas forcément avec Olivier Giroud à la conclusion. 2-1. Pour 2 buts de Griezmann. Oh, même pas Giroud. Même pas Giroud. Non. Vous non plus. Il donne les ballons. Il peut pas tout faire. Merci beaucoup, Jordan, et bon match. Merci. Les joueurs allemands ont quitté notre région hier soir. Ils avaient établi, vous le savez, leur camp de base à Évian. La Mannschaft qui laissera sans aucun doute beaucoup de bons souvenirs parmi celles et ceux qui ont croisé les membres de cette équipe, championne du monde. Sur place, on retrouve Ingrid Pernet-Duparc. La Mannschaft a effectivement quitté les lieux hier après-midi, après son dernier entraînement. L'hôtel Hermitage qui se trouve derrière moi a perdu ses couleurs et ses drapeaux noirs, rouges et jaunes. Les joueurs ont séjourné ici pendant un mois, adoptés par les Évianais, vous allez voir, qui n'ont pas perdu leur humour et même leur allemand. Question 1 €, qui va gagner ce soir? Ils ont été adorables avec nous, franchement. Bientôt la quille pour les services de sécurité, aujourd'hui beaucoup plus détendus, surtout quand ils croisent Monsieur le maire. Sie sprechen Deutsch? Nein. Kein Deutsch? Oh. Vous avez appris l'allemand, vous, alors? Franchement, on leur a appris le français un peu, ils nous ont appris quelques mots, j'ai même noté dans mon carnet, franchement, mais bon, des mots polis, quoi. Morgan, Peter. 30 jours de collaboration très active avec les 500 journalistes qui ont fréquenté ce boulodrome transformé en centre de presse, aujourd'hui abandonné. Une belle opération de communication pour la ville qui n'a pas hésité à offrir un lifting à 600 000 € à son stade. Le maire n'a reculé devant aucun sacrifice pour accueillir les quadruples champions du monde, ambassadeurs de choc et vitrine internationale. Rappelez-vous le G8, moi j'ai encore des retombées du G8 qui a eu lieu en 2003. Donc là, vous misez sur quoi? Sur toute la clientèle sur 10 ans, allemande? oui, parce que les Allemands ont découvert une ville qui est exceptionnelle, qui est belle, qui sait recevoir les gens et qui est à 3h25 de l'Allemagne. Une Allemagne très présente encore dans les rues de la ville, drapeau et forêt noire pour ces pâtissiers qui ne manquent pas d'humour, et pronostic pour ce mécanicien sehr gut in Deutsch. Je les ai vus, mais je ne sais pas. Peut-être que la France aura de la chance. Le score, 2-2. Et la France devant. Merci beaucoup. Ici donc leur cœur balance, main dans la main jusqu'au stade, avant la descente des Champs-Élysées aux accents franco-allemands. Voilà ce qu'on pouvait dire dans ce journal sur cette demi-finale France-Allemagne. D'importantes recherches sont toujours en cours pour tenter de retrouver le corps d'une fillette de 4 ans qui s'est noyée mercredi soir dans le lac Léman. Le drame s'est produit peu avant 20 h au large de la commune de Nernier. La fillette, qui était à bord d'une embarcation à moteur avec ses parents, est tombée à l'eau lors d'une manœuvre et n'a pu être remontée.
Nous vous en parlions hier soir. Une alerte enlèvement a été déclenchée hier après-midi pour retrouver une fillette qui avait été enlevée en Isère. Un dispositif qui a une nouvelle fois fait ses preuves. La petite Louane a été retrouvée saine et sauve très peu de temps après le déclenchement de l'alerte. Céline Aubert, Cédric Picot. Voici la photo de la petite Louane et de son ravisseur. Hier, elle a été diffusée en boucle dans les médias, à la radio, sur les panneaux d'autoroute. Louane est enlevée par son oncle à 11 h, emmenée de force dans sa voiture avec un complice. 4 heures plus tard, ses ravisseurs sont arrêtés. La fillette est enlevée sur la commune de l'Île-Labo, qui se situe par ici. Et ensuite, les malfaiteurs ont donc emprunté essentiellement le réseau secondaire en se dirigeant vers le nord, avant d'être interpellés en limite entre l'Ain et la Saône-et-Loire. Une rapidité d'intervention qui s'explique d'abord par une coordination extrêmement efficace. Celle de la section de recherche et du centre opérationnel de Grenoble. Mais très vite, l'opération prend de l'ampleur. 400 gendarmes vont être déployés sur 3 départements, l'Isère, l'Ain et la Saône-et-Loire. Mais surtout, l'alerte enlèvement va être déterminante. La voiture est interpellée 20 minutes après son déclenchement. Le but premier, c'est de retrouver la personne qui a été enlevée, en l'occurrence cette jeune fille. C'est aussi de créer une sorte d'angoisse, bien entendu. Je pense que c'est ce qui s'est passé dans le cas qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui, puisque effectivement la victime a été retrouvée très très rapidement après l'annonce de l'alerte enlèvement. Je pense que les auteurs ont eu connaissance de cette alerte et que ça les a fait réagir. C'est pourquoi lorsqu'ils ont croisé une patrouille gendarmerie, ils ont eu une attitude un petit peu équivoque qui a tout simplement incité les gendarmes à contrôler le véhicule en question. Depuis leur création en France, les alertes enlèvement ont toujours été couronnées de succès. La mise en danger de l'enfant est le critère principal de déclenchement. Dans le cas de la petite Louane, la personnalité de l'oncle et ses mauvaises relations avec la famille ne faisaient aucun doute sur ses intentions. Nous avions des menaces de mort avérées puisque nous avions un appel téléphonique qui faisait état de ces menaces et des inscriptions de menaces de mort qui avaient été inscrites sur la porte du domicile. D'autre part, le fait qu'il n'y avait absolument aucun doute sur la réalité de l'enlèvement, puisque la mère de l'enfant en avait été le témoin. C'est la 17e fois qu'une alerte enlèvement est déclenchée en France. Une fois encore, le dispositif a permis de retrouver un enfant sain et sauf. Les ravisseurs de Louane sont eux entendus à Bourgoin-Jallieu. Leur garde à vue a été prolongée. Notre sujet grande région Auvergne-Rhône-Alpes nous emmène dans la Drôme, dans le Diois exactement, où les attaques de loups se multiplient, d'où l'inquiétude des éleveurs ovins dont les troupeaux partent en ce moment d'altitude. C'est le temps des estives. Reportage signé Hugo Chaplon et Stéphanie Yvon. Fanny et Thibault élèvent plus de 500 brebis dans le Haut-Diois. La moitié d'entre elles est déjà partie en estive et demain, le reste du cheptel les y rejoindra. Mais après l'attaque du loup dans le secteur la semaine dernière, la transhumance devient un moment redouté. On a déjà été attaqué en bas là, il y a un mois. Du coup, c'est pas forcément très rassurant de partir. En même temps, voilà, le travail des brebis, c'est aussi d'aller en montagne à ce moment-là. Donc on ne remettra pas notre travail en cause, mais c'est sûr que c'est la peur au ventre. Comme beaucoup d'entre eux, ces éleveurs se sont dotés de moyens de prévention contre les attaques de loups. Filets de protection électrifiés, 3 chiens patous et la présence d'un berger pour dissuader le prédateur. Un arsenal de mesures qui, selon eux, va à l'encontre de la quiétude de l'estive. Nous, on a un métier qui est justement spécialement zen, spécialement pacifique. Nous, tout ce qu'on veut, c'est du calme. Et on nous explique que finalement, les loups, les prédateurs, les super prédateurs, donc des grands chasseurs, on doit s'y adapter et devenir nous-mêmes des grands chasseurs alors qu'on est des bergers. Nous, ce qu'on veut, c'est du calme. Transformation des habitudes, mais aussi de l'écosystème de cet environnement de carte postale. Les chiens de protection effraient souvent les nombreux randonneurs de la saison estivale. Quant aux éleveurs, plus question pour eux de s'aventurer hors des pâturages dégagés. Le paysage du Haut-Diois est en train de changer. On aura une transformation vers un ensauvagement qui est souhaité, je sais, par certains, mais qui n'est pas notre objectif. Je pense qu'on a un territoire avec un environnement humain qui est façonné par l'homme depuis des centaines d'années et sur lequel on vit plutôt bien, puisque d'ailleurs on est rejoint par des milliers de touristes en cette saison-là, donc c'est quand même apprécié, quoi. Et ça, c'est en danger selon vous? Ça, c'est en danger, oui. Très, très certainement. Depuis le début de l'estive, il y a 15 jours, les loups ont tué près d'une centaine de brebis dans la Drôme.
C'est plus que pour l'ensemble de 2013, année record en termes d'attaque du prédateur. Dernier épisode de ce soir de notre série consacrée au décrochage scolaire. Toute cette semaine, nous vous avons présenté certains jeunes de la mission locale d'Échirolles en Isère. Ils ont suivi pendant 8 mois un dispositif mis en place pour ramener ces jeunes vers l'école ou la formation. Un programme qui, faute de financement, ne sera pas reconduit. Céline Aubert, Nathalie Rapuc. Let's go. C'est la fin de l'année scolaire et avec elle, la fin du programme 16-17 en action. L'heure du bilan, sur les 10 jeunes du départ, 4 ont quitté l'expérimentation. Certains ont trouvé leur voie, certains ont même raccroché leurs rêves. Et pourtant, le programme n'est pas reconduit l'année prochaine. On vous explique pourquoi. 14 juin, tous les partenaires se retrouvent à la mission locale. Il y a là les 16 structures qui ont participé à 16-17 en action. Le planning familial, la compagnie de théâtre Kaléidoscope, le service des sports d'Échirolles. L'occasion de se retrouver pour une petite fête. Mais dans les regards, il y a aussi de la tristesse, car ce sont là des adieux. Oui, c'est dur parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il y a d'autre après comme outil pour les jeunes qui ont décroché, parce qu'il y a pas mal de moyens en ce moment qui se mettent plutôt sur la lutte contre le décrochage. Mais pour ceux qui ont déjà décroché, comment on fait pour les raccrocher? C'est compliqué pour ces jeunes qui ont entre 16 et 18 ans. Fin mai, le Conseil régional a annoncé une baisse drastique des subventions pour 2017. L'enveloppe des missions locales est carrément divisée par 2. En 2014, c'est pourtant la région qui avait lancé l'appel à projet de 16-17 en action. Difficile à encaisser après tout le chemin parcouru. Sandra, l'une des stagiaires, a décidé d'interpeller les élus. Elle prépare son entretien avec Benoît, le coordinateur du dispositif. Voilà, leur demander aussi s'il y a des choses à peu près similaires qui sont prévues d'être créées ou pas. Et sinon, pourquoi. Enfin, demander des comptes, quoi. Aller en chair et en os l'exemple d'une réussite, en tout cas d'une réussite en plus vraiment palpable, parce que du coup elle arrive là ce pourquoi le dispositif a été fait à la base, c'est-à-dire vraiment un retour à la formation, un retour scolaire. Grâce au programme 16-17 en action, Sandra a trouvé sa voie. Elle se destine au tatouage et aux arts graphiques. Mais avant cela, elle veut passer son bac et intégrer le CLEPT, le collège-lycée élitaire pour tous de la Villeneuve. C'est inadmissible de ne pas reconduire cette action. Il y a tellement de jeunes comme moi qui sont paumés, qui n'ont rien, ils peuvent pas se raccrocher à quoi que ce soit en fait. Et en fait, pour trouver la volonté, pour trouver la force de faire des choses, il suffit juste d'un déclic et tout. Et il faudrait des dispositifs comme ça de partout en fait. C'est bon, ok, ça peut peut-être coûter des sous et tout, mais les résultats peuvent être magnifiques. Pendant 1 heure, Sandra raconte son parcours. Face à elle, des élus d'Ébins et de Pont-de-Clé, dont le nouveau président de la mission locale. S'il n'est pas décideur, il peut défendre son budget et ses projets auprès de la région. 2014 ? C'est des choix politiques qu'ils font, d'aider différemment les jeunes. Pour nous, c'est un gros coup de massue. Pour nous, ils se désengagent, alors que voilà, officiellement, on ne peut pas dire qu'ils se désengagent, puisqu'ils aident toujours pour moitié. Après 8 mois, certains des 16-17 ont raccroché leurs rêves. Eddy cherche un employeur pour passer son CAP mécanique. Camélia va partir à l'étranger avec Erasmus. Rudy a quitté le dispositif, mais il espère toujours devenir footballeur professionnel. Pauline, l'éducatrice, se retrouve au chômage. Benoît, le coordinateur, va quitter la mission locale. Vanessa veut devenir coach sportif. Quant à Sandra, elle devrait entrer au CLEPT, mais la structure est elle aussi menacée par la baisse des subventions. Le grand événement musical de l'été dans les Alpes va démarrer demain pour sa 15e édition. Musilac s'apprête à accueillir pas moins de 70 000 visiteurs. À Aix-les-Bains, certains commerçants se frottent les mains, d'autres beaucoup moins. Et cet été, une surprise pour les campeurs. Jean-Christophe Pain, Florine Hébart. La nouveauté cette année, c'est le camping version confort, Sleep Them All, en français, couchez-les tous. Plus besoin d'amener votre tente, ils la montent pour vous. Le concept vient du Portugal, ça fait un tabac aux vieilles charrues, et ici, les 300 places s'arrachent. En fait, on appelle ça du glamping, donc glamorous camping, un concept complètement innovant qui plaît beaucoup aux festivaliers puisqu'ils peuvent à la fois profiter du festival mais également se reposer tranquillement. La nuit tranquille vous coûtera tout de même 90 € pour 2 en maisonnette. Les jeunes seraient-ils devenus vieux ?
Il faut avoir de l'argent, ouais. Ah oui, bien sûr. Mais ici en France, ça a plus d'argent qu'au Portugal. Hein. Eh oui, ici, 4000 campeurs, ça mange, ça boit et ça fait des affaires de Jessica. Chaque été, à cette date, elle rentre 10 fois plus de marchandises que d'habitude, idéalement placées entre le camping et la Seine. Ah oui, c'est impressionnant. Pendant 3 jours, je ne reconnais plus ma supérette. Il faudrait remplacer 200 mètres carrés en 500 mètres carrés, quoi, en quelque sorte. Du côté des brasseries du Grand Port, l'enthousiasme est disons plus tempéré. Pendant 3 jours, tous les accès sont bloqués. À la tête de 25 salariés, Roldano voit fuir tous ses clients. Je mets même du personnel en congé les jours-là. Alors, mettre du personnel en congé en plein été, il faut vraiment le faire, vous voyez, hein. Ça vous fait un petit peu mal au cœur. Ça, et pas qu'au cœur, hein. Au portefeuille. Je voulais pas le dire, mais pour être clair, c'est ça. Musilac attend encore cette année pas moins de 70 000 visiteurs, c'est-à-dire plus de 2 fois la population d'Aix-les-Bains. Vous les avez peut-être vus cet après-midi au-dessus de vos têtes. Si vous étiez à Grenoble et dans le Grésivaudan, les avions de la Patrouille de France. Ils étaient en entraînement cet après-midi dans notre région avant le meeting aérien du Verseau en Isère qui se déroulera dimanche. Plus de détails sur notre site alpes.france3.fr. Autre série dans ce journal, celle consacrée à la grotte aux ours de la Balme-à-Colomb. L'accès à ce gisement exceptionnel d'os préhistoriques, découvert en 1988 sur les hauteurs d'Entremont-le-Vieux en Savoie, est fermé au public et protégé par une solide porte blindée. Mais il y a quelques jours, plusieurs dizaines de privilégiés ont pu y pénétrer. Marie Michelier, Cédric Picot et Sophie Villatte. Il ne fait pas très beau ce matin-là, mais rien de suffisant pour annuler leur montée. Après 600 mètres d'ascension bien raide, la Balme-à-Colomb s'ouvre devant eux, mélange de courants d'air froid et de paysages lunaires. La porte blindée a été ouverte. Pendant 2 jours, ils seront 160 à pénétrer dans la grotte, comme l'ont fait ici avant eux les ours des cavernes pendant plus de 20 000 ans. Quand le suivant pourra monter, je dirai libre, et vous pourrez monter. Voilà. Après, c'est pas la peine de tous s'entasser dans le boyau à 4 pattes tout de suite, parce que vous allez être décoiffé par le courant d'air. Les places se sont réservées en quelques jours, comme pour un concert de rock. Il faut dire que la première et dernière ouverture au public, c'était il y a 4 ans. Faites attention, il y a de l'eau, il y a de la boue. À petits pas, la grotte se déchiffre dans le faisceau des lampes. Donc à partir de là, on entre dans la zone de carroyage de fouilles. Donc soyez attentifs à ne pas vous prendre les pieds dans les ficelles et les câbles. Emmenés par des guides, paléontologues, géologues ou spéléos qui tous ont en commun la Balme-à-Colomb, l'immersion est totale dans les traces des milliers d'ours préhistoriques venus hiverner là. Ici, on a trouvé un squelette d'ours femelle en connexion totale, donc c'est très rare dans les premiers temps. C'est bourré d'ossements, il n'y a que ça, et puis ils font tout pour nous mettre dans le contexte de ceux qui ont découvert ça, parce qu'ils nous racontent les petites histoires, enfin de parler avec eux alors qu'ils sont sur leur terrain et qu'ils peuvent tout montrer du doigt, c'est génial ça c'est absolument génial. Salle après salle, tel un conte, l'histoire de la découverte se transmet. Et au retour, ça crissait un petit peu sous les pas. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, hop, il voit un crâne. Il voit ce crâne à peu près à cet endroit. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est quand même le milieu hostile, quand même, malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de boue, il y a de l'humidité, on vacille, on n'est pas dans une situation normale, on n'est pas en montagne normale. Et ça, c'est vraiment, on perd des moyens, ça, on s'en rend compte. Hein. Et je me rends compte qu'aussi les spéléos, quand ils doivent passer dans des chatières, quand ils sont en pole position, c'est la première fois qu'ils s'aventurent, c'est des courageux quand même. J'ai suivi mon père, tout simplement, qui nous a embarqués dans une belle aventure. Et le fait d'être entré ici, c'est fabuleux. Tous passeront une bonne heure dans les entrailles du granier. Un battement de cils au regard de l'échelle de temps dont il est question ici. On a tous petits un peu rêvé de dinosaures, de fouilles et comme ça de jouer les Indiana Jones. Et sur le tard, à 40 ans, de venir comme ça, ramper dans cette atmosphère assez particulière et de voir les ossements encore apparents, c'est vraiment un moment à vivre assez agréable. Je suis archéologue et
accompagnatrice en montagne et pour moi c'est le paradis, quoi. C'était vraiment une super expérience. Si ça se reproduit dans 4 ans, surtout il faut y aller, quoi. C'est un moment exceptionnel. La prochaine ouverture au public est programmée pour 2020. Dehors, dans 4 ans, les choses auront sûrement changé. Les ours, eux, seront toujours là, poursuivant leur sommeil millénaire dans l'obscurité. Avant de nous quitter, ces images des supporters des Bleus dans les rues de Grenoble ce matin. La fièvre de l'Euro avait déjà gagné les plus passionnés avec chapeau, maillot et autres déguisements en tout genre pour bien se préparer. Coup d'envoi de la rencontre France-Allemagne, ce sera donc ce soir à 21h au stade Vélodrome de Marseille. On souhaite bonne chance aux Bleus, bien évidemment. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo suivie de l'édition nationale. Demain, à midi, vous retrouverez Daniel Despins. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon match.